Le forum d'aujourd'hui, comment ça va être structuré? Nous allons avoir un premier 30 minutes de la professeure Jennifer Clark qui va venir nous... Est-ce que ça marche? Parfait, merci beaucoup. OK, donc je me sens comme dans mon cours quand j'ai de la difficulté à partir et que ça part mal. OK, donc 30 minutes de Jennifer Clark. Jennifer Clark est professeure à l'université de Ohio State University. She's also a visiting professor of city and regional planning with the School of Business at University of Stavanger in Norway. So I will cut short on the presentation since we're 15 minutes behind. Et après le 30 minutes, nous allons avoir les interventions de 3 acteurs du marché du travail. En premier lieu, je vais y aller par ordre alphabétique. Louis Bégin, président de la Fédération de l'industrie manufacturière de la CSN. Marie-France Charbonneau, directrice générale du comité sectoriel de main-d'œuvre de la métallurgie du Québec. Et Manon Poirier, directrice générale de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréées. Donc, un premier 30 minutes par la professeure Clark. Ensuite, chaque personne interviendra un 10 minutes et on va ouvrir à la salle pour le temps qui reste à des discussions et des réflexions. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Jennifer. Today, I am going to be a little bit of a disciplinary translator, although I will not be a language translator, as some of you may have noticed. Today, I have been thinking recently, particularly around the questions of subnational organizing and subnational labor markets. So we heard in the plenary presentation a little earlier, the phrase new federalism approaches. And so in some ways, this is the regional approaches that fall within that conversation. And I also wanted to sort of cast this within the context of thinking about really how we can see these changes in the built environment, how we can see changes to the labor market and how labor flexibility is occurring within the built environment. And also thinking about green transitions, thinking about the question of how we think about things like changes and resilience in labor markets within the context of transitions that we anticipate happening in terms of changes to multiple sectors because of the pressures of climate change. And I think it's really important for us to consider the fact that we're actually reflecting on the role of labor market institutions in terms of resilience within regional economies within the context of 40 years of industrial transitions. So rather than thinking about this question as changes, green transitions, without having thought about industrial restructuring before, it's pretty important to understand that most people, most institutions, a lot of workers actually are thinking about this in the context of having looked backwards over the transitions over the last 40 years. So resilience in regional labor markets in many ways depends on the functioning of labor market institutions and intermediaries to manage transitions as they occur rather than actually reacting after the fact. And we find that to be a pretty significant part of the long legacy of industrial restructuring. So one of the things that we find that happens when we talk about moving away from a carbon-based global economy to talking about what a green transition looks like is a lot of anxiety and concern about how job loss will occur and how industrial restructuring will disadvantage regions, particularly regions that were winners in the global carbon economy, rather than those who have found themselves to perhaps be part of the legacy of the industrial restructuring transition. I say this in part because I've been doing research recently with colleagues in Norway, and for those of you who know Norway well, you know that Norway is one of those places that has been a winner in the carbon economy in many ways, but as a national economy, they're very concerned about how to manage the green transition. And this creates a great deal of tension for a country that has aspirations on one side to have these green transitions, but depends so much in terms of its economy on oil exports and its organization of its labor market and its labor market institutions. And so that's part of the key to the conversation here, is thinking about how these dominant carbon-based sectors that are connected to the global economy really then shape how the anxieties sort of flow through to the political conversation and make it difficult for institutions to make transitions themselves.
So I've been doing some work for some time on this question of comparative urban and regional economies, looking particularly on this question of how market intermediaries, and when I say market intermediaries in this case, I'm talking about market intermediaries beyond labor market intermediaries. So in this work that I'm showing here, one of the things that I've looked at quite a bit are supply chain intermediaries as well as innovation intermediaries. And of course, for those of you who look at your varieties of capitalism, you know that these vary a lot, not only by region, but by nation state, right? And it's really only by the comparative work that you start to see the difference that's going on in terms of how much of this market intermediation activity is actually conducted by the private sector versus that is conducted by the public sector. So one of the interesting things that we're seeing just in the last couple of years as we're coming out of COVID is a lot of interest in supply chains again and supply chain intermediaries. And this is sort of understanding the geographic distribution of supply chain intermediaries. And this creates an opportunity for us to sort of highlight the question of intermediation. There was from earlier in my career, I would say in the 2000s, the focus was on innovation intermediaries. And now we are starting to see a little bit more concern about the question of how supply chain intermediaries function. And I think labor market intermediaries have a real opportunity to jump onto that discourse as well. So a lot of the question here comes to this question around the co-location of innovation and production processes. So the understanding here that you can't really just disaggregate or disperse the activities of production from those of innovation, and that a deep intermediation system is necessary to maintain that. So in my role as a disciplinary ambassador here today, I wanted to highlight a discourse that's really happening in the economic geography and regional studies context around places that are left behind. And this is the idea of taking, and this in part, this conversation emerges from analysis on the recent elections, both in the US and the UK, and to some extent Canada and the broader EU, around the fact that older industrial regions are sort of voting against what you would consider to be perhaps their self-interest. And instead you see a move to really more concern about power lost, political power loss, economic power lost, rather than sort of a forward-focused attempt to think about transitions in sort of a diligent and deliberate way. And the labor institutions that are at the center of managing these transitions really are trying to grapple with sort of a political pull in one direction, but some more clear economic incentives on the other side. So the things motivating this in some ways are things like skill-biased technological change, which we heard at the plenary is not new, is actually not something we should consider, would not by itself be a factor to motivate this level of political sort of dissent. We also know much of this is based on vertical disintegration and outsourcing and sort of the haphazard manner in which that's been driven. Occupational restructuring that much follows from that, but not exclusively. Questions around deregulation and governance. And of course, it's very important to keep in mind that we're not just looking at deregulation, we're actually looking at uneven returns to re-regulation in different categories. And we heard a little bit about that in the plenary earlier. And then we have a lot of variation in terms of technology absorption as well. And that again is more regional than we can categorize it as national at this stage. So we do have a fair amount of good work when we look back at industrial restructuring and what its effects are on our current sort of occupational structure and skills. We do have a fair amount of research on this. We do know a little bit about how job loss and skill-biased technological change plays out. We do know a bit about the erosion of regional wealth and institutional infrastructure that occurs from it. We know how that functions over time. We know what happens when you get footloose firms and you get interjurisdictional competition in a race to a bottom. We talked a little bit at the plenary about the question of high road versus low road strategies. This is in part of the motivation and the story behind that.
And we also know something about the restructuring and renegotiating of the employment relationship, including things like involuntary flexibility, precarious work, and I would say the redistribution of risk. And this is an important aspect around pensions, health, and care more broadly. So this is all to say that we actually do have some idea of what we're looking at. Sometimes we look forward and we look at the labor market flexibility. We look at the question of a green transition and we say, this is a road we don't know how this is going to work. And I would say, actually, I think we've been down part of this road before. Industrial restructuring is not new, nor is labor flexibility. These are things, and we've built institutions whose purpose is to manage these changes as they occur and do them with advocacy in mind. So how do we actually change? How do we manage change as it's actually happening? Well, I would say one thing we have to do is sort of disabuse ourselves of the notion that innovation is all about disruptive product innovation. Innovation is not all about disruptive product innovation. It's very often about incremental innovation, things like new materials, things like new processes. And these are real challenges that we put in front of our labor market intermediaries to actually develop knowledge. They have knowledge about this, but also be able to advocate for changes on the behalf of workers that take into account that these changes are moving forward. And these institutions really matter. And the recent research has demonstrated that when we look at regions that have denser institutional networks, they actually do better when they are dealing with questions around the changes that are happening in industries. So if we look at green transitions and we actually position them within an industrial restructuring backdrop, this is a really big question, but I'm going to bring it forward for everybody, which is really how can large global production networks, which involve extraction, production, distribution, and consumption, so entire production process, in energy, water, waste, manufacturing, infrastructure, and transportation. So this is probably not an exhaustive list, but I made an effort there, right? How do we re-engineer these sectors at multiple scales, from the local to the global, to implement new processes and sunset old ones? We were talking a little bit about coal the other day, a minute ago. How do we talk about sunsetting old ones without the regional winners and losers lottery of the 20th century industrial restructuring? So that's a pretty big question we've got in front of us. We're going to try to break it down a little bit so that it feels a little bit more manageable. And as you'll notice, one of the things that I find helpful is to work a little bit backwards so that we can sort of get our feet steady as we take on a question like this. So what do we already know about managing transitions and resilience? Well, we know that we observed before what I would call a very much market-driven process. So and we can review what is called in the global production networks literature strategic coupling, and look at how the process of actually getting regions involved in the global production network, how that happened, and how that was actually driven forward through firm strategies rather than deliberate intentionality from a broader group of voices, right? So the dominant process behind strategic coupling was really firm strategies, or so you would companies' strategic efforts to get involved in the global economy. So some of you may be familiar with this terminology from the global production networks literature. I do a little shout out to a colleague here who wrote the book, as they say, on strategic coupling. It's perhaps best understood in the context of how East Asia engaged in the global production system. So there was this progressive engagement in global production networks. It's kind of considered in terms of theory, the next step in understanding the developmental state discourse. And the emphasis on this analysis and this argument is really on linkages of regional firm networks beyond their national context. And again, this is one of those arguments that makes it very difficult to have the conversation about green transition, because very often people will say, but we're connected to the global economy. We can't just make a decision by ourselves. We're too connected to everyone else. So if we look at strategic coupling, one of the things that we understand is how firms got into this network in the first place.
The emphasis is really on the analytical significance of firm initiatives. So firms made these choices based on a series of technological investments, capacity building efforts, and market making. Okay, this sounds like something we could take on, right? Okay, the coupling part, let's think about that. That's a dynamic relational process through which national firms become partially decoupled from domestic structures. Okay, well, if they can become coupled and decoupled from national domestic structures, they could be recoupled potentially. So really what we see is we see this issue of a process that we can look at from the last period of strategic coupling that's part of our connections to this global production network. And we can start thinking about the next question, of course, which is what would strategic decoupling look like? What would it look like if you tried to move away from not the global economy, but maybe some of those relationships that actually make it very difficult to step back and make choices motivated by your national or your regional context. So questions around whether you can reterritorialize demand and distribution. So you think about the list of all of those sectors that I put up: water, waste, infrastructure. Are any of those, can you bring any of those closer to home, right, is kind of one of the questions. Again, this goes back to the idea of, do you actually know, do we know our supply chains well enough to know how you would make those changes? So the idea would be decoupling regional firm networks from the incumbent global production networks where they do not meet the agenda or the interests of either workers or the sustainability imperatives. So you can recouple firm networks with national and regional priorities. You can revisit distributed production systems. So the example there is you've got highly territorialized mechanisms around generation and extraction systems. You could move to more distributed systems around solar, wind, and water. And I don't have to tell anyone in Quebec about water. So the questions around here really would be, how does this change some of the questions that we're interested in? The one today around resilience, also around equity, we'll call it social justice, questions about food systems. And you can see how this is, all of these conversations are happening, but they're not connected to a broader conversation all the time. And then of course, the conversation for here in this group is, what would it mean for work if we did this? So meaning as applied, what does this all mean as applied to a regional industrial transformation? So what sectors are implicated? So we've talked about this a little bit, the idea that local and regional communities and various publics could potentially have leverage in a situation where we actually are understanding how to decouple from these broader networks. National and regional governments could also have a policy leverage. So part of the question here is, how do you get leverage to make these incremental changes as part of a larger system? And of course, part of that has to do with developing a sufficient political impetus within regions to do that. And in order to do that, you have to really escape this idea that around path dependencies and the global carbon economy. And that again goes back to why I'm saying that we need to think about what's happened with industrial restructuring over the last 40 years, is we have to understand that it's deeply embedded in the minds of the people who've gone through it and the institutions who endured it. So one of the challenges we have to do is sort of break past that conversation and be able to see forward. One of the challenges, of course, is geopolitical power relationships between nation states and regions. If you look at the last, oh my gosh, it might be 8 months now, the war in Ukraine has really changed some of the calculus around both questions about whether we need to move backwards and pull in some of the more carbon-based energy sources into the economy, or whether we need to move forward faster on more green transitions. And then we see this issue about large firms and large firm networks and how difficult they make it for emergent firms, particularly emergent firms who may have new production processes and may have new materials, green materials, to actually enter into these markets. Some of that has to do with blocking innovation and diffusion.
That's partly around some of our governance around technology adaptation, and we can talk more about patent blocking and issues like that. We also have this issue of the firms that use their political power to prolong legacy production systems and extract maximum profit from sunk costs and past investments. None of this is new, but this is part of the game that where governance could be applied. So strategies for managing decoupling and the role of intermediaries and importance of power asymmetries. And here I borrow some discussions from our conversations around evolutionary economic geography in economic geography. And this has more to do with identifying where we really need to think about putting some of our analysis. And in one sense, it's important to understand that there really are variations in costs and incentives to the participants in these global networks, meaning that there may be firms who are participating in these global networks who are paying a higher cost to be participants than they would like to. So a conversation with firms, with companies about what their strategic interests might actually be would be well worth having. There are also different capacities among regions in terms of absorbing knowledge and technological innovation that comes through these networks. And then there is a big question around power asymmetries that affect cost and capacity. And here I just mentioned a previous work of mine that made this point. So how do we get green transitions refocused on work? And is that the most effective way forward? We talked a little bit in the plenary today about the sort of encouragement that we have where we see new organizing movements. In the US, we're seeing more organizing than we probably have seen in a very long time. Though it seems small, it's a lot for us. And the idea too, and I think that this was brought up in the plenary, that we don't really need to know necessarily where we're going in order to start organizing happening. So moving forward with the idea that what we need to do is start organizing. We'll figure out where we're going when we get there, but stopping now before we know exactly what model is going to emerge really is limiting our ability to capture some of this moment. And part of the moment, at least in the US context, is as we come back to work from a work from home situation, people are starting to actually understand by comparison how little they like the work and all of the pieces that come with it, including the supervision that they're now enduring. So the green transitions refocused on work. One strategy is to identify and disaggregate firm strategies involved in regional economies. So which firm strategies are actually involved in sort of the territory of being in the region. Identify how strategic decoupling, local and regional policy interventions that counter the path dependency and risk aversion can be put forward. That again is this idea that there are activities and actions that in terms of governance that can be taken at the city level, they can be taken at the state level, they could be taken at the regional level, and certainly they could be taken at the firm level. There's also the issue of identifying a progressive process for exiting the global economy rather than a basket of discrete individual and institutional choices. And by that, I mean the idea of thinking about the choices as a strategy, much like firm strategies, instead of a set of discrete choices. And propose a credible plan for managing externalities that's differentiated from the deindustrialization of the 1980s. And by that, I really mean is taking on at the beginning this idea that job loss and work change is creating significant anxieties and plot alternative paths out, sort of this idea of scenario planning, so that there's some clarity to the people who are going to go through that change, what the changes could look like, rather than, because what we're doing is we're pattern matching against the industrial transition change, which was very difficult for people. If we actually provide some other alternative strategies or other potential futures, it may go some way towards minimizing that concern. So implications for labor advocates and institutions like my colleagues here.
One suggestion for labor unions is really to look at this question of advocacy versus anxiety sort of straight on, and look at the question of managing incremental process and material changes within incumbent industries. That's going to take a lot of partnership and a lot of research support. And of course, it varies quite a bit. We have a highly unionized environment here in Quebec, very lightly unionized in the US. We have a lot of work to do to actually understand what's going on in firms sufficiently to do this in the US. In terms of human resource offices and managers, one of the things that's happening right now, and in part this has to do with the question of whether people are required to work in the office or whether they're required to work at home at this point, is rethinking the boundaries of what core workforce means. For many years, we've talked about core and peripheral workers. Maybe we need to recapture that language and rethink what it really means, and think about things like mapping career progression through skill and not just seniority, and think about how we're going to compensate career progression through sort of a map. I don't know how many of you all who are at universities, but there is a new software program called Workday. Is everyone familiar with Workday? One of the this is sort of the Uber management software system that will provide all business services to universities. Workday is an HR program as well, and one of the things that it does is career mapping within it. So all of the employees within universities that adopt Workday have to be classified within the Workday system, and they either have a career map in Workday, or they don't. They end, their line ends. So I bring that up simply as an example to say, if we don't do it, the software will do it for people. And so there is this question of how we want to actually sort of claim this process. And then, of course, for labor market intermediaries more broadly, there is the idea of aligning skills with new processes and developing adaptive occupational categories and work them back into the training. All of these things are happening. What I'm suggesting is that the green transition makes these more and more important, and the rapidity of this is actually going to increase as well. And that is what I wanted to share with you today. And I know we have some comments too, and from the panel. So thank you, Sarah. Thank you, everyone. Thank you, Jennifer, for your presentation. Very interesting talk. So I'm going to speak in French. Donc, on va passer à l'intervention de nos panélistes. Donc, si je comprends bien un peu l'intervention, les éléments qui sont ressorti de manière essentielle, c'est tout ce qui est lié aux relations entre les transitions industrielles, écologiques, technologiques et tout ce qui touche le travail et les compétences, puis aussi de comprendre qu'on a socialement déjà passé par là, puis qu'il faut apprendre un peu de ces trajectoires-là précédentes. Donc, j'irai par ordre alphabétique. Donc, Louis en premier, j'ai 2 questions pour vous, puis c'est à vous de voir si vous voulez lui répondre exactement. Donc, premièrement, qu'est-ce qui retient le plus votre attention dans ce qui a été discuté? Qu'est-ce qui vous interpelle? La première question. Puis la deuxième, c'est dans quelle mesure, qu'est-ce qui vient d'être abordé fait partie de la réalité de vos membres ou de vos organisations, sur le plan des enjeux actuels ou des enjeux futurs. Donc, vous avez entre 5 et 10 minutes, puis par la suite, on va aller à la salle. Ça marche? Oui, bien, bonjour. Je remercie Mme Clark de sa présentation parce que c'est vraiment une présentation globale et vraiment circoncis par rapport à ces enjeux-là. On pourrait en parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de portes ouvertes dans cette présentation-là. Je vous dirais, pour répondre à votre question, ce qui vient chercher nos membres par rapport à cette réalité-là, parce que c'est une réalité, il y a des éléments qu'on ne voyait pas avant par rapport à la transition ou les changements climatiques, c'est que les impacts se mesurent présentement dans le milieu de travail. On pense que c'est un peu en avant, on voit les changements climatiques, bon, il fait plus chaud, on voit qu'il y a moins de pluie dans des endroits, mais à l'intérieur même du travail, on a déjà des impacts, on a déjà des endroits où on a dû négocier des éléments par rapport au changement climatique. Je vous donne un exemple, ce qu'on n'avait jamais vu au Québec. Au mois de mai cette année, il y a des travailleurs de la forêt qui ont eu des coups de chaleur en forêt. C'est ce qu'ils voyaient normalement au mois d'août. Maintenant, on les a vus au mois de mai. Et donc, ça a fait en sorte qu'on a demandé aussi aux travailleurs de rentrer plus tôt dans la nuit pour ne pas avoir des effets de coups de chaleur. Bref, on venait de changer là, les conditions de vie, les conditions de travail, le niveau social de ces travailleurs-là.
Fait que donc, ce qui inquiète surtout les travailleurs, c'est qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir, qu'est-ce qui va arriver avec nos emplois et le monde-emploi. Je vous dirais que là-dessus, on l'a un peu séparé en trois pour essayer de répondre à ça. Il y a la transition économique. Et ça nous vient nous chercher énormément. C'est donc d'insister, de regarder avant que ça nous prenne de court des nouveaux marchés, des nouveaux produits pour justement faire en sorte de combattre ces effets climatiques-là. Et aussi, c'est toute la notion, puis Mme Clark en a parlé beaucoup, c'est de la conversion industrielle. On sait que dans le passé, on a eu des histoires d'horreur, on a eu des histoires où il y a des travailleurs qui avaient des voies de garage. On n'avait rien prévu pour le reclassement industriel ou la formation ou de les accompagner face à ces changements-là qui venaient perdre leurs emplois. Je dirais que ça, c'est un des éléments qu'on travaille énormément justement en amont pour éviter ce genre de dérapage-là. Il y a également, pour ça qu'il faut qu'on devienne des leaders dans cette transition juste-là, pour justement de ne pas subir la transition, mais d'être porteur de cette transition-là. Je dirais qu'au niveau économique, c'est un peu ce qu'on revendique. Il y a aussi tout le volet social, la transition sociale qui vient avec les changements climatiques. Et là, ça prend un dialogue social solide et souvent qui est absent de l'équation, autant au niveau des populations locales, des travailleurs, des gouvernements. Je vais vous donner un exemple encore du dialogue social qui a évolué dû au changement climatique. Vous avez sûrement entendu parler un peu du dossier du caribou forestier au Québec, au Canada. Et avant, les principaux acteurs qui étaient à l'intérieur de ce dossier-là, c'était bon, les syndicats, les peuples autochtones, au niveau local, les entreprises. Et maintenant, il y a des joueurs sociaux qui ont embarqué. Exemple, tous les groupes qui font la promotion du tourisme. Ils vendent un peu le Québec en Europe pour dire venez faire de la motoneige dans nos belles forêts, mais eux sont maintenant dans le débat parce qu'ils disent à ce moment-là, vous vendez peut-être des forêts qui ne seront plus là ou que j'aurais plus accès à cette forêt si on veut la sauvegarder. Il y a aussi tous ceux qui sont des villégiateurs ou qui ont des pourvoyeurs en forêt. Bref, maintenant, avant, ils n'étaient pas là, mais maintenant, ils sont là. On voit qu'au niveau du dialogue social, ça s'élargit de plus en plus et c'est un élément qui est rendu incontournable. Et aussi, bon, le dialogue social, pour nous, ça inclut bon, les populations locales, les travailleurs, ainsi que le gouvernement. Puis le gouvernement doit être un leader dans ce dialogue social-là. Et le dernier élément que je voulais vous entretenir, c'est au niveau de la transition environnementale. Il est extrêmement important de développer des outils pour qu'au niveau de l'industrie, au niveau du travail, au niveau de l'économie du Québec, que soient présents ces outils-là. Par exemple, la recherche et le développement, que ça soit accessible pour justement changer nos façons de faire, changer nos procédés pour justement les rendre plus verts et essayer pour atteindre les cibles environnementales qu'on se donne. Il faut, je parlais de recherche et développement, aussi des procédés incitatifs. Souvent, la mémoire, c'est une faculté qui oublie. Dans les années 70 au Québec, il y avait les papetières on pouvait regarder un cours d'eau et savoir ce qui sortait, ce qui faisait à l'usine. Hein? C'était un tuyau qui était direct. À un moment donné, le gouvernement a mis un frein à ça en disant, je vous donne un certain nombre de temps, 4 à 5 ans, je vous finance, je vous aide à financer, je vous donne des octrois, vous allez vous bâtir des usines d'épuration d'eau. Et là, à ce moment-là, ça s'est inversé. Maintenant, il y en a partout. Ça a marché. Il y avait un peu comme le bâton pour dire, si vous n'avez pas atteint ça, vous perdez vos permis d'opération. En contrepartie, on a créé une espèce de climat qui a fait en sorte pour atteindre ces objectifs-là. Et je vous dirais maintenant, l'eau qui rentre dans ces usines d'épuration-là sort et est plus propre parce qu'on a atteint nos objectifs. C'est un peu ça. Il faut créer un peu ce climat-là pour atteindre nos objectifs. Ça fait partie de la transition juste aussi, parce que si on exige seulement l'atteinte des cibles qu'on se donne, bien, on risque peut-être d'avoir des trous dans notre filet social, économique et par le fait même aussi par notre filet social. Effectivement, c'est un peu l'ensemble des défis qu'on a au Québec. Et là-dessus, je dirais que c'est pas mal la préoccupation qu'ont nos membres. C'est vis-à-vis qu'est-ce qui va m'arriver demain avec mon emploi, qu'est-ce qui va arriver demain avec ma communauté et qu'est-ce qui va arriver demain avec l'environnement. Merci. Merci, Louis. France. Merci beaucoup. Alors, d'abord, moi aussi, j'aimerais remercier et féliciter Mme Clark pour son excellente présentation. C'est assez intéressant. Puis, je trouve que ça ouvre beaucoup de perspectives aussi dans cette réflexion-là. Donc,
Bravo, merci beaucoup. Maintenant, en ce qui concerne un comité sectoriel de main-d'œuvre, évidemment, qu'est-ce qu'on fait, nous? Nous sommes une organisation paritaire où on discute des enjeux du marché du travail dans le secteur qu'on représente. Et moi, je trouve, moi, personnellement, nous autres, on représente la métallurgie. Et l'industrie de la métallurgie, au premier plan, est concernée par les changements climatiques. Et ça fait même les nouvelles. Vous avez probablement eu l'occasion d'en entendre parler tout au long de l'été dernier, mais dans les faits, c'est une industrie qui est elle-même en changement et qui travaille à activer ces changements-là, ces transitions énergétiques. Et ce n'est pas des choses qui peuvent se faire du jour au lendemain, ça prend un certain temps, mais pour la métallurgie, ça va passer aussi par une transition numérique. C'est surtout par l'application d'une transition numérique. Mais dans tous les cas, tous ces changements-là, ce à quoi on veut s'attendre, c'est qu'au final, on va avoir des travailleurs et des travailleuses qui seront certainement dans certaines catégories redistribués sur des tâches qui vont être un peu plus monotones, lourdes, et on aura une autre catégorie de travailleurs qui, eux, auront des tâches qui sont beaucoup plus élargies, beaucoup plus sollicitantes, qui vont demander des compétences beaucoup plus élargies. Meilleur exemple qu'on peut faire, que je peux donner par rapport à ça, c'est qu'on a fait une étude, d'ailleurs avec les gens du CRIMT, sur les alumineries, sur l'aluminerie. Comment on va aller parler de compétences dans les alumineries dans un contexte de transition énergétique. Et on a constaté à cette étude-là que, par exemple, on aurait deux catégories de même poste de travail, les opérateurs, par exemple. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, un opérateur a sa tâche à effectuer, il la comprend, mais il est lié à sa tâche. Alors que bientôt, on va intégrer aussi toutes sortes d'autres notions. On va l'appeler le super opérateur. On va lui demander, au-delà de ce qu'il a à faire, de pouvoir réfléchir en termes de résolution de problèmes, en termes de compétences qui vont être liées à probablement aussi de la maintenance également. Donc, on va lui demander d'élargir ses compétences. Alors que d'autres opérateurs, eux, se verront réduits dans leurs tâches. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher ça ou qu'est-ce qu'on peut faire pour organiser une meilleure transition, une transition plus juste? Bien, ça passe d'abord et avant tout par la formation. Et ça, c'est l'élément essentiel, c'est l'élément de base. La formation, elle est incontournable. Puis en ce moment, au Québec, on doit réfléchir à plusieurs niveaux, la formation. D'abord, souvent dans les entreprises, avec les enjeux de pénurie de main-d'œuvre, ils réduisent leurs critères, ils diminuent leurs critères d'embauche parce qu'on cherche tellement de la main-d'œuvre partout qu'au lieu de rehausser les critères d'embauche, on les réduit. Ça fait donc en sorte qu'on a déjà 34% des emplois du secteur de la fabrication qui ne nécessitent pas de diplôme, mais dans le 55% qui nécessitent un diplôme de secondaire 5, on va venir réduire ça. Alors, la formation qualifiante, elle est incontournable et réduire la formation, c'est se tirer dans le pied, si vous me permettez l'expression, parce que la formation qualifiante, ce qu'elle permet au départ, elle permet d'aller chercher aussi des compétences en termes de jugement critique. Elle permet de réfléchir un peu plus largement. Elle permet également d'aller chercher des compétences en résolution de problèmes et c'est ça qu'on va avoir besoin demain. Donc, au-delà de la tâche à exécuter, il y a autre chose aussi qu'il faut aller chercher. Et donc, la formation qualifiante, elle est incontournable. Donc, réduire les critères d'embauche me semble être un petit peu contre-productif dans ce contexte-là. Mais à ça s'ajoutent aussi les problèmes qu'on rencontre un peu partout à travers le Québec. Les problèmes de littératie, numératie. Il y a la littératie numérique aussi qui s'ajoute à ça. Et évidemment, je disais, une industrie comme l'industrie de la métallurgie, les transitions vont passer par la technologie. La littératie numérique devient d'autant plus pertinente que aussi la réflexion et la résolution de problèmes, donc on revient au départ, à la base, à la formation qualifiante, vont aussi être interpellés. Donc, c'est d'autant plus important qu'on puisse former, mais qu'on puisse aussi revoir ces compétences-là. On est tous des gens qui, savent lire, savent écrire, mais on ne met pas tous ces pratiques-là, on ne met pas tous en pratique au quotidien ces compétences-là. Donc, quelqu'un qui travaille dans un milieu où il n'a pas à mettre
en pratique ses compétences de lecture ou de calcul, après 10 ou 15 ans, il a besoin de se rafraîchir la mémoire. Donc, la formation, elle doit aussi être présente en continu. Donc, formation qualifiante qui est essentielle pour s'assurer qu'on va pouvoir tous se former adéquatement puis qu'on va être en mesure de développer notre jugement critique, la question de la résolution de problèmes, la formation en continu sur des compétences qui sont de base aussi, mais aussi la formation en continu sur les compétences techniques. Et ça aussi, c'est essentiel. Et là, l'évolution de la technologie fait en sorte qu'il faut s'ouvrir davantage à ça. Mais il faut avoir une vision. Il faut avoir une vision un peu plus large parce qu'il ne faut pas le regarder uniquement de façon segmentée. Il faut se dire comment est-ce qu'on développe un cursus de formation qui va faire en sorte que l'ensemble du secteur va être bien servi. Parce que bon, je n'ai pas de statistiques, mais j'ai des exemples. Cependant, je peux vous dire que, je vais vous donner l'exemple d'une fonderie Véchel ici, qui est située à Montréal. Mais chez Véchel, on n'avait pas d'opérateurs qui étaient diplômés de secondaire 5 et on a un diplôme, un DEP, diplôme d'études professionnelles en fonderie. On n'avait aucune diplomation. En règle générale, on embauchait les gens sans critères. Mais avec un changement de direction, ils ont décidé d'intégrer la formation à leurs critères. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu de dire désormais, on demande les critères, ils ont décidé, c'est un travail qui s'est fait en concertation avec le CSMO notamment, on est allé voir comment est-ce qu'on pourrait amener la formation qui se fait normalement en milieu scolaire dans l'entreprise. On a formé au fil du temps plus de 45 personnes et ce sont des gens qui, à l'issue de cette formation-là sont maintenant diplômés. Donc, ils ont un diplôme, ce qui va venir travailler sur leur propre mobilité comme individu. Mais l'entreprise est gagnante aussi parce qu'au final, ils ont développé, ils ont constaté que leur taux de productivité est allé en s'accélérant. Donc, non seulement ils sont plus productifs, ils sont beaucoup plus compétitifs aussi. Ils sont présentement, eux autres aussi, en train de revoir leurs critères de transition énergétique. Et là aussi, la diplomation est venue contribuer à les aider dans la recherche, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Et moi, ce que je trouvais intéressant dans l'approche de Mme Clark, c'est qu'elle le mentionne bien que souvent, l'innovation se fait de façon incrémentale. Et aussi, elle se fait souvent à partir du plancher de production. Donc, c'est encore plus important de pouvoir avoir des gens sur le plancher de production qui ont une vision 360 des enjeux et qui comprennent où ils s'en vont. Mais pour avoir cette vision-là, puis pour savoir comment, sur une base sectorielle, on doit y travailler, ça amène nécessairement à un autre volet qui, lui aussi, à mon sens, est incontournable. Ça s'appelle le dialogue social. Et pas de dialogue social, on va continuer à aller chercher des formations à la pièce, à gauche, à droite, d'une entreprise à une autre. Or, on l'a vu dans la présentation de Mme Clark, on parle maintenant de marché intégré, on parle de traçabilité. Alors, on ne peut plus y aller à la pièce. Il faut avoir une vision d'un secteur, il faut avoir une vision d'une industrie qui tient compte également des fournisseurs, des équipementiers. Alors, il faut qu'on puisse développer des matrices de compétences et pour ça, il faut qu'on puisse s'en parler. Et dans l'industrie de la métallurgie, par exemple, le procédé de l'aluminium n'est pas le même que le procédé sidérurgique ou d'autres types ou des procédés qu'on retrouve en fonderie. Donc, c'est important qu'on puisse développer ensemble les matrices de compétences et ces matrices de compétences-là, qu'on puisse aussi, par la suite, aller parler. Et donc, la portion gouvernementale est super importante. Dans notre cas, c'est le ministère de l'Éducation, mais c'est aussi le ministère de l'Économie. Si on décide qu'ensemble, on focalise notre attention sur certains secteurs, certains marchés, et on le voit quand ça peut très, très bien fonctionner quand, par exemple, lors de la pandémie, le premier ministre a décidé de mettre l'accent sur la formation au niveau des infirmières et puis pas des infirmières, des préposés aux bénéficiaires. Ça a fonctionné. Ils ont réussi à en embaucher. Mais alors, la portion gouvernementale dans le dialogue social, elle est importante pour cette raison-là. Quand il s'active, ça nous permet d'être encore plus rapide et efficace. Mais c'est la base du dialogue social. Le dialogue social, pas à ce stade-ci au titre de la convention collective, mais un dialogue basé sur les besoins de l'industrie, les besoins des travailleurs, avec en tête toujours, je pense, le fait que derrière chaque production, il y a le savoir-faire. Puis le savoir-faire, c'est d'abord et avant tout des êtres humains qui le conditionnent. Et ces êtres humains-là, ils doivent aussi ne pas être dépendants d'une entreprise parce que la seule chose qu'ils ont appris à faire, c'est la formation
interne de l'entreprise, il faut qu'on puisse s'assurer qu'on les dote d'une formation qui est qualifiante et qui leur permet à eux aussi de pouvoir se promener et d'être mobiles et de pouvoir avoir une diplomation. Parce qu'on a trop souvent vu, puis même dans le secteur de la métallurgie au Québec, même si on est moins assujetti à ça que dans d'autres pays, mais on a trop souvent vu des mises à pied. Et quand on a des mises à pied, bien, il y a toute la question de la reclassification, mais c'est sûr. Mais quand on est diplômé, qu'on s'est fait mettre à pied, on est mieux équipé pour affronter aussi les enjeux auxquels on est confronté. Voilà. Je vais m'abstenir pour ça. La traduction live à Jennifer, on travaille ensemble. C'est intéressant. Toutes mes compétences. Manon? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup, Jennifer. Merci à vous deux. Je vais probablement rebondir sur certains éléments là, que vous avez mentionnés. Je ne peux pas m'empêcher de penser lors de la présentation à un souhait que j'ai. On a vu beaucoup de choses pendant la pandémie dans les organisations. Le dialogue social a été différent, l'innovation a été différente parce qu'il y avait une crise et on n'est pas pire pour se mobiliser dans la crise. C'est comment dans nos organisations, par rapport à cet environnement, cette économie verte et une économie inclusive, comment on recrée le sentiment de crise? Parce que bien qu'on ait toutes les données disponibles, je n'ai pas l'impression que le sentiment de crise, il est inégal dans les organisations, chez les individus. Puis je fais un parallèle avec la pénurie de main-d'œuvre. Moi, j'étais au secondaire quand on me parlait de la pénurie de main-d'œuvre. J'espère que quand vous me regardez, vous pensez secondaire, j'espère que ça évoque le début des années 2000, mais c'est peut-être plus dans les années 80 où déjà on nous annonçait de la pénurie de main-d'œuvre et forcé de constater qu'on n'était pas prêt. Fait que le parallèle se fait bien avec notre souhait d'avoir une économie plus verte, plus inclusive. C'est comme si tant que le risque ou la crise n'est pas vraiment là, on ne réagit pas. Donc, comment on recrée le sentiment de crise, mais sans la crise, bien sûr, c'est le souhait que je nous fais. Tu me demandais, Sarah, à quoi on réagit. Bien sûr, dans la présentation, ça me faisait appel à la mesure et la performance. En fait, sans mesure, je ne pense pas qu'on change les comportements. Donc, comment on définit la performance des organisations? Et c'est intéressant de voir, l'Ordre a été regarde de façon très attentive à ce qui se fait au niveau de l'ESG, les critères au niveau de l'environnement, les critères sociaux et de gouvernance, voir le chemin que ça prend quand même dans un espace-temps pas si grand, mais comment ça va venir changer la donne sur la suite, sur comment on définit la performance, comment on définit le citoyen corporatif qu'est une organisation, tant au niveau de l'environnement, mais au niveau social, c'est probablement celui-là où il reste encore, je pense, du travail à définir. Ça veut dire quoi être engagé socialement pour une organisation, puis bien sûr dans sa gouvernance. Et j'ai goût de vous dire que nous, notre discours, c'est que les professionnels en RH et en RI devraient être à la table et très clairement influencer, porter ça, parce que quand on pense à l'ESG, ultimement, bien sûr, il y a des normes environnementales, puis ce n'est pas des spécialistes de l'environnement, mais c'est des changements de comportement. Et je pense que les gens de ressources humaines sont bien postés dans les organisations pour comprendre un peu comment on arrive à ces changements de comportement. Et ce qui nous aide, et on le sent beaucoup, on le sent de plus en plus que les consommateurs ont des attentes face aux entreprises avec lesquelles ils font affaire, bien, les employés ont aussi des attentes par rapport au comportement des organisations. Donc ça, je pense que cette pression-là, elle est positive. Dans un sondage, il y a peut-être, je pense, c'est en 2021, 87% des travailleurs disaient, ben oui, c'est important pour moi de travailler pour une organisation qui a fait des efforts au niveau de l'environnement, qui est un citoyen impliqué dans sa communauté et des saines pratiques de gouvernance. Mais qui dit changer les comportements, je reviens à la mesure. Il faut aussi, bien sûr, on peut mesurer la performance des entreprises, mais si je reviens à aussi mesurer la performance des gestionnaires ou la performance, bien sûr, des employés, moi, je vais être très heureuse le jour où on va venir mesurer, par exemple, les gestionnaires on va vraiment relier leur bonus, non pas strictement aux résultats qu'ils vont atteindre, mais vraiment à l'ambiance de travail, à comment ils appuient et développent leurs employés. Donc, comment ils adoptent des comportements éthiques, inclusifs et tout ça. Donc, ça sera une bonne nouvelle, je pense, des changements plus fondamentaux dans nos organisations quand on mettra la mesure et l'argent, peut-être des bonus liés à des comportements comme ça versus simplement la finalité.
c'est sûr, Marie-France, c'est dur de ne pas penser à la formation. Puis je ne vais pas redire ce que tu as dit, c'était vraiment très, très éloquent. Le constat qu'on fait, c'est que souvent les organisations vont former les individus, les gens qui composent l'organisation pour souvent l'aspect très technique, pour manipuler un nouvel équipement, une nouvelle technologie. Souvent, quand on regarde les compétences du futur, hein, à travers la planète, tout le monde a dit c'est quoi le référentiel des compétences du futur, c'est beaucoup au niveau du relationnel, c'est beaucoup au niveau de la collaboration et on forme souvent que les leaders, que les gestionnaires sur ces aspects-là. Fait qu'il y a un travail à faire parce que puis même au niveau de la requalification, et tu y faisais allusion, donc je pense que c'est une responsabilité souvent individuelle ou encore de l'État qui s'intéresse beaucoup à la requalification, mais l'invitation aux organisations, c'est que la requalification de leurs travailleurs se fasse aussi, c'est de leur responsabilité versus dire, ben, tu n'as plus les qualifications requises, donc merci. La pénurie nous aide pour ça. On va aller chercher un autre groupe de gens plus qualifiés, ben, qui puissent aussi avoir cet engagement-là. Quitte à les former pour aller ailleurs, bien sûr, c'est toujours le risque, mais ça devrait aussi faire partie des responsabilités des organisations, selon nous. J'avais le goût de faire un petit clin d'œil. C'est pas sur le même sujet, mais quand on parle d'une économie plus régionale avec une chaîne d'approvisionnement plus locale et tout ça, le parallèle que je faisais, c'est on parle beaucoup d'immigration depuis quelques années. Puis les succès au niveau de l'immigration, surtout en différentes régions, on se dit ben, les immigrants parfois restent dans les grands centres et les régions, il y a des organisations dans les régions qui font beaucoup d'efforts, qui vont les recruter, puis finalement se rendre compte que les gens retournent à Montréal et toutes les histoires à succès d'immigration et d'organisations qui ont pris des moyens pour aller accueillir de nouveaux travailleurs, elles ont nécessairement une trame très communautaire. C'est souvent les entreprises qui ont travaillé avec leur communauté locale, les organismes et tout ça pour s'assurer que, outre le travail et tout ça, bien, le milieu était accueillant, qu'il y avait bien sûr du logement, que la famille était bien entourée. Dans toutes les histoires à succès, il y a toujours cette composante-là. Et je trouve qu'il y a trop peu de ponts entre l'entreprise privée et le secteur communautaire. C'est deux réalités qui parfois ne se comprennent pas bien, mais il y aurait tellement un tremplin intéressant de faire des maillages plus proches entre le secteur communautaire qui est si précieux puis a un impact très positif dans la communauté et les entreprises privées. Je pense qu'il faudrait encourager ce maillage-là. Bien sûr, on parle souvent partenariat privé puis public, mais pourquoi pas un partenariat, soutenir les partenariats avec les organismes communautaires qui ont des compétences qui pourraient être très, très utiles à l'entreprise privée. Jennifer, you mentioned something about career path and workday. In all the surveys that we see in organization, every time we ask people about what's the weakest in engagement survey, and probably you know that, the weakest result all the time is career path. Est-ce que j'ai une carrière? Est-ce que je sens qu'on développe mes compétences? Dans toutes les organisations, c'est toujours les résultats les moins probants. Donc, il y a quelque chose qu'on ne fait pas dans les organisations comme il faut ou les attentes des employés sont très grandes, mais c'est toujours le point le plus faible au niveau du développement de la carrière. Puis bien sûr, il y a beaucoup d'éducation à faire parce que souvent, le développement de la carrière se voit comme ça. Mais au fil du temps, il faut trouver des moyens de garder les gens parce qu'une des solutions, bien sûr, vous l'avez évoqué, c'est l'innovation et de laisser l'innovation dans un petit groupe de R&D, de recherche et de développement, bien sûr, ce n'est pas la stratégie. Comment on crée des univers où vraiment les employés peuvent innover, peuvent prendre des risques? Il faut avoir une culture qui permet ce risque-là, qui permet de tenter ça. Il faut un petit peu décloisonner ce qu'on fait. Parfois, je dis aux gens de ressources humaines, puis je sais qu'ils n'aiment pas trop ça, mais les descriptions de poste, est-ce que c'est vraiment encore notre porte-étendard? Parce que quand on veut innover, quand on veut faire autrement, il faut peut-être relâcher un petit peu nos boîtes. Puis il faut reconnaître les compétences des gens. Aujourd'hui, la plupart des modèles encore dans les organisations, c'est la boîte. Alors, tu es dans cette boîte-là avec ce type de poste-là, puis c'est pour ça qu'on te rémunère. Oui, bien sûr, on peut faire un petit peu un ajustement de son salaire au mérite si tu es bien bon, mais à quelque part, il y a des modèles émergents qu'on trouve vraiment intéressants, les organisations qui ont mis ça de côté.
qui vont chercher des compétences, qui n'ont plus de description de poste, qui sont capables de rémunérer sur la contribution des gens. Et c'est des environnements qui sont très, très innovants et qui nous permettent justement de faire autrement pour essayer de collectivement arriver à cette future économie plus verte et plus inclusive. Voilà. Merci, Sarah. Merci. Merci pour vos 3 interventions. Donc, on a commencé un peu en retard et on a eu des enjeux technologiques fabuleux. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour la résolution de tout ça. Donc, ce que je vous propose, c'est d'ouvrir à la salle la discussion. On aurait une dizaine de minutes environ. Donc, ça nous laisse un peu de temps. Si vous avez des commentaires ou des questions pour Jennifer, les panélistes ou des réflexions de manière générale, est-ce que les gens peuvent juste poser leurs questions? OK. Donc, qui aurait... Mathieu? Vas-y, Mathieu, oui. Ma question pour Marie-France puis Louis, vous avez quand même fait référence à plusieurs reprises au dialogue social. Donc, la tradition au Québec qui est à différentes vitesses. Hein. Il y a un cadre quand même, mais peut-être pas aussi affirmé qu'on l'a en Europe, par exemple en Scandinavie. Si vous étiez ministère du Travail et de l'Emploi et de l'Éducation, un méga ministère, on va dire, parce que le dialogue social, c'est quand même une chose transversale. Hein. Mercredi, ça fait référence aux compétences, donc ça doit s'intégrer là-dedans. Donc, ça touche le ministère de l'Éducation à certains égards. Qu'est-ce que vous feriez? C'est quoi votre première politique pour donner les outils à des acteurs comme vous qui participent au dialogue social de l'affirmer, puis l'affirmer et de le raffirmer? Est-ce que vous me permettez juste de prendre peut-être une ou deux questions? Parfait. Qui aurait une autre question? Another question? Comment? Yes. My question is for Jennifer, and I'm going to play a little bit of devil's advocate to ask you to explore the economic side of economic geography in your definition of decoupling. How would you distinguish it from more basic forms of protectionism or kind of, anti-globalization rhetoric? And this, paired with that, then does the green transition part of that also engage in questions around the growth paradigm that has driven economic development? Je peux y aller en anglais, je pense que ça va être plus facile. Je ne suis pas sûr que les anglophones vont le comprendre ou les francophones vont le comprendre, mais quand même, au moins, j'espère que moi, je vais le comprendre. Jennifer, you were talking about decoupling and decoupling, and I was wondering, where is the idea of contradiction in your model? Because yesterday we were talking about the just transition, democratization, decommodification, and we could even take example of Quebec, where we're trying to go into the just transition, but we have some actors that oppose good jobs with the health of the population. How can we deal with that? Because that's the main narrative that is in front of us, and how do we? La question s'adresse aussi à vous. Comment on fait? Il y a un narratif dominant en ce moment qui oppose job, santé et les bonnes jobs avec des questions de santé et d'environnement. Comment on fait pour combattre ce discours-là? Comment on peut réussir à faire face à ça? Une dernière question avant qu'on passe aux réponses. Yes. My question is for Jennifer. So I love the comprehensive view of economic geography and how just the view of economic restructuring, which is it's what so many of us are thinking about, but we've about it using different sources and different language. But I guess the basic idea is quite similar. We want to control things democratically, not have it out there in the global economy. But I guess it reminds me of another economic geographer, Jamie Peck, who pointed out that a lot of these intermediaries aren't really that interested in justice and equality and equity. They're work-farious, they're punitive, they want to reinforce the inequalities in society, they want to impose class discipline.
There's structural racism on top of that as well, which anyone involved in a workforce development system in the United States, if they have their eyes open and are thinking about this, will notice. So I mean, my question for you is, okay, if it's controlled locally or regionally or at the state level, what reason do we have to think, especially in the United States, that it will somehow be just? Thank you. Okay, oh, sorry, go ahead, yes. As the other economic geographer in the room. Thank you, this is for Jennifer. Thank you so much for your overview, and I really enjoyed it. I do want to pick up a little bit on Ian's comments and Christian's, the sense of contradiction. And when we look at skill intermediaries, I mean, there's a long literature, and which I've made very modest contribution to, about the inability of employers to really forecast beyond 6 months what their skill needs are, and their long tensions with community providers and so forth on this. And so we always have to be very skeptical when employers claim to have skill shortages. Peter Capelli at the Wharton School, a number of others, have shown that they often can't differentiate between the fact they refuse to raise wages to the fact that actually have a technical shortage. And so this confusion is often taken at face value by public sector and other providers. And one of the things we forget is that if we look at what actually kind of skill-based training that goes on in workplaces, if you're lucky to have a union, you'll actually get that kind of training. And it seems to me that we do have some examples around the world, like in Sweden, we've got skill labor councils, which help coordinate people's transitions, and it's based on a co-determined model. But that co-determined model doesn't come out of just people being nice to each other. It comes out of a long struggle, and I suspect that that sense of contradiction is really what we're going to be looking at if we're going to get that happening. Well, we have a little bit in Quebec, perhaps a little bit elsewhere, but not very much elsewhere in North America. So it's become more of a comment than the Great. So maybe on peut aller avec vos réponses, vous inspirer. Ben, à la question de Mathieu, ben, c'est sûr que si demain matin, j'avais le privilège de me retrouver à la tête d'un ministère, le ministère de l'Emploi, le Travail, l'Éducation, puis j'ajouterais un petit bout d'économie, parce que je pense que c'est intimement lié, je m'assurerais d'avoir des ressources et de les envoyer directement dans le dialogue social, parce que je pense qu'on a ici, en ce moment, de bons mécanismes. La Commission des partenaires du marché, les comités sectoriels sont de bons mécanismes, mais ce sont les seuls. Et ce n'est pas suffisant. Et je pense qu'il faut renforcer davantage. Puis il faut s'assurer que le gouvernement soit vraiment beaucoup plus présent parce qu'il nous délègue quelque part la portion du dialogue social, mais on n'a pas avec ça les ressources qui viennent avec. Donc, il faut se battre avec le ministère de l'Éducation, par exemple, pour arrimer des programmes. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que pour avoir le DEP fonderie dispensé en entreprise, vous ne pouvez pas imaginer ce que ça a pris et comment le comité sectoriel a travaillé fort. Puis j'inclus Louis parce que le conseil d'administration, tout le monde était d'accord avec ça. On a poussé pour qu'on puisse aller former en entreprise. Un peu modèle dual allemand. Donc, je pense qu'il faut que le gouvernement soit plus présent, il investisse davantage de ressources, et pas que financières, des ressources volontaires. C'est des gens qui peuvent être aussi plus mobilisants dans le dialogue et s'assurer que les entreprises, que les secteurs d'activité se définissent des plans d'action liés à du dialogue social. Puis là, ben, il y a plein de modèles. Moi, je ne les connais pas tous. Ce n'est pas moi qui suis spécialiste, c'est peut-être un peu tout vous. Mais je pense qu'on peut s'inspirer de ce qui se fait ailleurs aussi. Mais ce qui est important, c'est de ne pas prendre pour acquis ce qu'on a ici. Puis ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, est vraiment important. Il ne faut pas le prendre pour acquis. Le dialogue social peut être menacé. Et on est privilégié au Québec d'avoir déjà un mécanisme qui passe par les comités sectoriels, ce qui n'est pas le cas dans les autres provinces canadiennes. Puis à Ottawa, ça a été mis à sac, littéralement. Donc, de telle sorte que je pense qu'il faut qu'on le privilégie, il faut qu'on en prenne soin et il faut qu'on investisse davantage et qu'on s'investisse, tout le monde aussi, davantage, sur une base sectorielle. Puis,
Il y a des comités de formation dans plusieurs entreprises où syndicats, patronats vont discuter entre eux, mais à mon sens, encore une fois, il manque une portion, c'est la portion gouvernementale, parce que ces comités de formation vont venir définir les compétences à la tâche, mais ils n'auront pas une vision sur la qualification, il y aura pas, on ne fera pas intervenir aussi les autres éléments qui sont là-dedans. Puis, je pense que c'est fondamental. Ben, je vais, sans surprise, je vais réagir un peu à la question par rapport aux emplois payants et la confrontation qu'il y a en environnement. Je vous dirais, il faut vivre dans une grotte au Québec si on n'a pas entendu parler d'un dossier à Rouyn-Noranda. En tout cas, oui, je vois des signes de oui, on a entendu parler. Mais si on regarde un peu cette tempête-là médiatique, tous les ingrédients étaient là. On a des gouvernements à répétition qui ont comme fermé un peu les yeux pour permettre de faire en sorte que l'environnement n'était pas nécessairement un des enjeux, en tout cas sérieux, dans l'octroi de la permission d'opérer. Et après ça, bon, il y a eu des élections, il y a eu un paquet de choses, faire en sorte qu'on a eu une tempête médiatique autour de ça. Et c'est là qu'est la grosse problématique, c'est que ça a donné un peu comme un discours de confrontation par rapport à les enjeux, tant qu'à moi, qui sont fondamentaux pour l'avenir du Québec, mais c'était plus des discours de confrontation. Alors que, au contraire, moi, je trouve avec cet exemple-là, c'est un merveilleux exemple, justement, qu'il faut s'inspirer, qu'il faut faire en sorte de comprendre tous les éléments qui nous sont là, parce que l'avenir du Québec va passer par faire en sorte d'amener ces entreprises-là à être plus vertes. Puis on a besoin de ces entreprises-là pour l'atteindre aussi. Et c'est un peu ça qui fait qu'on tourne un peu après notre queue, parce que lorsqu'on entendait des gens qui disaient qu'il faut fermer cette entreprise-là, ben, il faut savoir que c'est la seule entreprise en Amérique du Nord qui recycle les portables, les téléphones, puis les appareils électroniques. La solution, c'est on les envoie aux Indes. Ou en Amérique du Sud, dans des pays qui sont prêts à accepter parce que les lois environnementales ne sont pas présentes. C'est-à-dire, exemple, mettons, on envoie ça aux Indes, puis qui, eux, font en sorte que ça augmente encore l'empreinte carbone. On n'est pas sorti de l'auberge. Donc, notre mission à nous, tant qu'à nous, à moi, c'est de rendre ces entreprises-là des citoyens corporatifs plus environnementales. Il faut justement qu'on table un peu cet exemple-là qui s'est passé à Rouyn-Noranda pour faire en sorte justement, d'amener ce changement-là au Québec. Parce qu'on a besoin de batteries au lithium, on a besoin d'éoliennes, on a besoin de plusieurs technologies vertes pour chasser les technologies à empreinte carbone, par exemple, tous les produits pétroliers, mais ça doit s'atteindre avec une vision verte dans le développement économique, et c'est ce qu'on a moins aujourd'hui. C'est pour ça l'exemple qu'on a là, il faut changer de discours, il faut changer l'approche qui était faite, entre autres, à Rouyn-Noranda. C'est une approche de confrontation. Le gouvernement, la santé publique, la population. Bref, un peu tout le monde est à campus des positions, puis c'était un peu celui qui se ferait entendre le plus, alors que les résultats concrets qu'on a avec ça, pour se projeter dans l'avenir, ou se projeter, si on a encore cette problématique-là, je n'ai pas encore entendu. Et j'aimerais ça qu'on entende, voir qu'est-ce que le gouvernement fait là-dessus, quelle est la vision par rapport de faire ce virage-là vert, parce qu'on a besoin de ces entreprises-là, on parlait du tissu social, à moins qu'on veut devenir un État qui n'a plus de développement économique. Puis on n'en veut plus des entreprises, parce que s'il y a un risque de pollution, on les envoie dans les pays du tiers-monde, puis eux vont les ramasser. Et c'est pas ça, tant qu'à nous. On a ici au Québec, on a un portrait environnemental beaucoup plus intéressant et porteur pour l'avenir que peut l'avoir, par exemple, l'Europe présentement, que peut l'avoir les États-Unis. Si on prend l'ensemble des industries au Québec qui sont reliées au circuit électrique, au réseau électrique du Québec, c'est de l'énergie verte, c'est de l'énergie hydroélectrique. En partant, on peut tabler là-dessus pour les faire avancer plus, alors que dans d'autres pays, on part à -2 puis à -3 parce qu'on a encore du charbon, on a encore des énergies à base de pétrole. Donc, c'est cette vision-là qu'il faut amener pour faire changer et arrêter cette confrontation-là, parce qu'on a besoin justement des emplois bien payés, parce que les changements climatiques, ça n'arrive pas avec l'appauvrissement, appauvrir les travailleurs. Ça arrive à justement enrichir la collectivité avec cette nouvelle technologie-là, parce que tantôt, justement, Jennifer en parlait, on a vécu des transitions, on en a aussi que c'était extrêmement intéressant parce que ça l'a
augmenter la qualité de vie de la classe moyenne. Fait que je pense qu'on doit encore s'inspirer de ça et on doit s'en occuper d'une façon constructive. Arrêter, puis je pense que ça fait peut-être l'affaire du gouvernement en même temps, mais d'arrêter cette confrontation-là qu'on voit sur le terrain entre les deux. Merci. Jennifer? No, I think if you, yeah. Okay, I'm in the unenviable position of being in a room full of researchers saying we need more research. So, but I think that to Todd's point, yes, and one of the wonderful things about Sweden is that they have fantastic data on job movement throughout, and so they can track people as they go from firm to firm, and so they have they understand the skills and in a way that I think few countries do. They're also small, so we'll give them that. The question, Ian. So I think one of the things I just wanted to mention about contradiction in the model, and this gives me a wonderful opportunity to use one of my favorite Mao quotes, which is actually it's not a quote so much as it's a framework, which is the distinction between antagonistic contradictions and non-antagonistic contradictions. So I think, and this to some way speaks what Rob is talking about too, which is the question of whether our intention in challenging the global carbon economy is to break the system or transition the system. So if what we're trying to say is that it's a non-antagonistic contradiction would be, we're trying to change this model from the inside. If what we're actually saying is that we want to break this, that would be an antagonistic contradiction. Mao, of course, preferred the non-antagonistic contradiction when he had dissent. So which was rare. I think that this is one of the big challenges, whether what we're talking about is decoupling or whether we're talking about selective coupling, to your point. So I think the distinction between sort of traditional anti-globalization and the idea of sort of selective decoupling is the idea not that you would deglobalize, but that you would selectively globalize. And so we hear this in the contemporary discourse around sort of strategic supply chains. You hear this language in the US right now around maybe we would like to have our supply chains throughout North America, but not so much with China, not so much with Russia anymore. The question is there some sort of selective, like-minded, recoupling or decoupling that could happen similarly? In terms of the growth paradigm in economic development, but yes, I think that at some point that there is, and this is beginning to happen, the understanding that you can't actually look at this as a growth driven. You have to understand that consumption needs to be rethought as well. That's a key component of it. And to the question of whether intermediaries at the local level or at the more local level are more just, I think that no, that's not necessarily the case. I think that the argument would be that they're more representative, right? That's sort of the intent that the closer to the local level you get, the more likely you are to have representative community-based or civic institutions. Now, whether or not they're more just is sort of a separate question, right? And perhaps that's a question to take seriously in terms of this organizing and this talking, speaking to people where they are, rather than where we would like them to be, right? So that goes back to the conversation the panel's having too about the question about community and conversation with people about their real lived experiences.